on est une année cruciale parce qu'effectivement, en janvier 2019, papa s'en va. Et en fait, pour nous, ça a été, même si on s'y attendait, parce qu'il diminuait beaucoup les derniers moments, mais en fait, c'est le moment où il n'est plus là. Il n'est plus là. Et en fait, de le garder avec nous, c'est aussi de continuer ce qu'il a voulu faire. Et donc, ça nous a tous rassemblés. On était tous très proches au moment de son enterrement. Et on s'est dit, continuer la fondation, c'est un peu continuer papa. Je vais avoir 85 ans. Bien sûr, il faut penser à la suite. Dans les statuts de la Fondation, tels qu'il les a voulu M. Messmer, il y a 3 postes réservés à la famille. Ces postes actuellement sont remplis par moi-même, un ami juriste de haut niveau et ma fille Marie-Hélène, qui est médecin, qui est généticienne. Elle fait également partie du conseil scientifique. Et je connais son investissement personnel, qui est total. Il y a 20 ans, papa m'a fait démarrer avec lui. J'étais proche de lui et du coup, le jour où il est parti, ben, j'étais là et j'ai pu continuer. Et en fait, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un de mes fils au conseil scientifique qui s'investit beaucoup, c'est Nicolas. Et j'espère que lui fera comme moi, comme j'ai fait avec papa. C'est lui qui prendra ma place progressivement. Au conseil d'administration, Philippe, Frédéric sont là également pour assurer la pérennité. Et je pense que c'est comme ça que ça continue. Ça sera à eux de trouver ensuite qui, dans la génération d'après, pourra continuer. Parce que la fondation, elle est faite pour durer. Elle est faite pour pouvoir continuer à trouver des solutions aux problèmes de gens qui ont des problèmes avec leur dos. Ça a démarré il y a 20 ans, cette fondation, mais c'était la suite logique d'une carrière déjà bien entamée, bien plus tôt, dans un esprit qui a toujours été à peu près le même, donc découverte, partage, ouverture, très important, rigueur scientifique, persévérance aussi, c'est très important. Qu'aujourd'hui, cette fondation, elle s'est enrichie de toutes ces valeurs qui nous habitent. Et en fait, on est bien déterminé également à poursuivre l'action et même au-delà de nous, à mettre en place ce qui pourra la poursuivre encore au-delà de nous. Nous avons voulu que cette fondation serve à aider à travers le monde tous les chercheurs susceptibles d'apporter leur concours. Un de mes patrons, quelqu'un pour lequel j'ai toujours beaucoup d'estime et de respect, m'a dit « Mais vous allez donner des bourses de recherche au Canada ?» Oui. Bon. Mais également en Chine et au Japon. Ils sont pleins de fric, ces gens-là. Gardez ça pour nos chercheurs français. Et je lui ai dit que ce n'était pas pour les chercheurs, c'était pour les malades. Et que les connaissances des uns et des autres devaient être précieuses. Donc voilà pourquoi nous avons voulu tout de suite soutenir à travers le monde les meilleurs chercheurs possibles. Et depuis 10 ans, nous les faisons travailler ensemble. Ils se réunissent chaque année à l'Institut de France, malgré leur séparation géographique qui est considérable, avec leurs collaborateurs souvent, pour en effet s'instruire et échanger de chacun de leurs travaux propres, et surtout pour construire ensemble. Le but que nous souhaitons, c'est non pas le résultat d'une équipe, mais c'est le résultat de toutes les équipes en même temps. Nous voulons construire quelque chose où chacun apporte sa pierre, la petite et la grande. Ce qui compte pour chacun, pour tout le monde, c'est la réussite. Au cours des 20 dernières années, j'ai été, je pense, extrêmement chanceux d'être lauréat de la Fondation Cottrell à plusieurs reprises, puisque je suis un de ceux, sinon le chercheur qui s'est vu octroyer non seulement le plus de prix au cours des 20 dernières années, j'ai été également choyé de recevoir un grand honneur qui est la première médaille de la Fondation Cottrell de l'Institut de France, qui reconnaissait la part de mes travaux de recherche dans la compréhension des causes de la scoliose idiopathique. Et j'ai été à même de voir l'évolution de la Fondation qui a eu à la fois
une influence très importante et positive sur le développement de ma propre carrière comme scientifique. Et j'étais à même aussi de développer et d'être ce qu'on appelle entre nous être un membre de la famille Cottrell, la fameuse Cottrell Family, pour reprendre ce terme-là qui nous est cher, et de développer des amitiés solides avec plusieurs de mes collègues à travers le monde. Et ça, c'est grâce à l'influence du Dr Cottrell lui-même, qui insistait beaucoup pour qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est ce que je pense a été un des apports importants de la Fondation Cottrell. Donc, outre le support financier, ça a été vraiment d'amener cette collégialité de travailler ensemble. Et ça, c'est un point que le Dr Cottrell insistait beaucoup, de le faire ensemble et de développer ces aspects-là. Ce que j'ai trouvé fascinant dans ces réunions de la Fondation Cottrell, et c'est rarissime, pas uniquement en France, mais dans le monde, c'est que Yves Cottrell a pu regrouper des gens d'origine scientifique extrêmement différents qui peuvent ne jamais se rencontrer. Parce que je pars dans beaucoup de congrès internationaux, mais je ne rencontre quasiment jamais les généticiens. Je les rencontre à la Fondation Cottrell, les biologistes, spécialistes du métabolisme, à la Fondation Cottrell, les spécialistes du neurosensoriel, à la Fondation Cottrell, autour de cette question de l'étiologie de la scoliose idiopathique. Et les premières années, et ça s'est tenu tous les ans, et les premières années, certaines choses étaient pour moi du chinois parce qu'on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes manières de réfléchir. Et je pense que je n'ai pas compris les autres, mais les autres ne m'ont pas beaucoup comprise aussi. Et progressivement, au fil du temps, on apprend quel est l'intérêt des recherches des uns et des autres, et on voit des pièces de puzzle qui avaient l'air totalement déconnectées au départ, et petit à petit, ce puzzle qui se forme. Et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, on peut faire le lien entre ce qu'ont trouvé les généticiens au sein de la Fondation Cottrell, Florina Moldovan, le professeur Edry, avec des observations que nous avons en biomécanique, avec des observations que font les personnes spécialistes. Donc on fait le lien entre nos découvertes respectives, et donc on peut les mutualiser, progresser tous ensemble, parce qu'on s'est rencontrés très régulièrement, parce qu'on a appris à se comprendre. Et ça, cet espace scientifique pluridisciplinaire, ça a été, je pense, et c'est une des plus grandes richesses de la Fondation Cottrell. Et ce sont autant de valeurs que Yves Cottrell a toujours porté haut et fort, c'est-à-dire que la rigueur scientifique, dans la persévérance, dans la ténacité, pour arriver à progresser dans la connaissance de cette maladie. Et on progresse grâce à lui, et on continuera à progresser parce que cette histoire se poursuit à plusieurs, et en son honneur, nous sommes tous très déterminé à continuer l'aventure. Alors, je suis arrivé en France en 1997 en tant que boursier Cottrell après ma formation de base en Chine. À l'époque, je voulais apprendre la technique chirurgicale pour la correction de la scoliose, parce qu'à l'époque en Chine, pour le traitement chirurgical sur la scoliose, c'est presque zéro. Donc, j'en profite. Je profitais bien mon séjour en France. Dans le week-end, dans la semaine, je travaillais à l'Institut de Callot ou bien à l'hôpital Saint-Paul. Et le week-end, je travaillais avec M. Cottrell. Donc, j'étais toujours impressionné par l'expérience de M. Cottrell, pas uniquement professionnelle, mais aussi par sa humanité et sa générosité. Alors, après mon retour, on a monté un centre de scoliose
très très spécialisé pour des malades, des grosses courbures. Parce qu'à l'époque, en Chine, toujours, il y a des malades très sévères. Donc, on a créé ce centre pour traiter de grosses courbures. Et donc, ça attire les malades de tous les coins de la Chine. Alors, la fondation de Cottrell, à ma connaissance, c'est la deuxième société ou deuxième organisation spécialisée pour la recherche fondamentale. Première, c'est SAS, ça veut dire Scoliosis Research Society, c'est une américaine. Et deuxième, c'est la fondation Cottrell. Donc, pendant ces derniers 20 ans, la fondation a fait une grande contribution à la recherche. À mon avis, la fondation va continuer à faire sa contribution. On vit aujourd'hui et on vivra demain de plus en plus vieux. Le rachis vieillissant pourrait être le thème d'un prochain chantier. Il en restera encore beaucoup d'autres pour nos successeurs. Je pense que mes collègues du conseil scientifique, dont j'apprécie beaucoup les qualités et l'investissement dans la fondation, sauront au bon moment choisir la piste la plus utile. Le travail de la Fondation sur l'étiologie de la scoliose idiopathique, il est fondamental pour nous avoir poussé à essayer de comprendre un peu mieux cette maladie, mais sur le plan biomécanique, on comprend de mieux en mieux la création de la scoliose idiopathique. Mais scoliose idiopathique, c'est une toute petite partie des problèmes rachidiens actuels. Et le gros problème actuel, c'est que par exemple, la scoliose idiopathique, c'est 2 ou 3% de la population. Et il y en aura sur ces 2 ou 3%, peut-être 1% qui sera opéré. Mais les problèmes du rachis de l'adulte deviennent considérables. Et c'est pas 1% ou 2 ou 3% que ça concerne, mais c'est au moins 10, 12, 15 et parfois 30% de la population qui va être atteinte. Pourquoi? Parce que la scoliose de l'enfant et de l'adolescent, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la scoliose ascendante, c'est-à-dire qu'elle survient pendant la croissance, etc. Mais la scoliose de l'adulte, il y a des scolioses de l'adulte qu'on appelle de novo et qui partent à 45 ans, à 50 ans, sur un rachis tout droit. Et je les appelle descendantes parce que le phénomène est complètement différent. Il ne vient pas avec la croissance, il vient avec la dégénérescence discale. Et c'est une espèce de cascade les disques qui s'affaissent, etc. Mais qui, étant soumis à la station debout, vont, s'il y a la moindre rotation, évoluer exactement de la même façon que la scoliose de l'enfant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les travaux qui sont actuellement menés pour essayer de trouver l'origine de cette scoliose, est-ce qu'on va pouvoir en tirer peut-être pas des conclusions, mais au moins des pistes pour, par exemple, traiter de façon plus efficace la dégénérescence d'un disque intervertébral, ou est-ce qu'une prévention éventuelle de l'arthrose dans la région lombaire pourrait tirer bénéfice des travaux qui sont faits sur quelque chose qui paraît tout de même assez éloigné, l'étiologie de la scoliose. Moi je pense que oui, c'est certainement, vous savez, dans des champs de recherche tout à fait différents, parfois il y a une piste qui bifurque et qui va s'intéresser aux pathologies de l'adulte, alors qu'au départ, on était censé s'occuper essentiellement des problèmes de l'enfant.
Alors, ce qu'on pourrait peut-être dire pour la période actuelle ou la période future, c'est que la masse importante de résultats qui sont en train de s'accumuler suite aux travaux des différents chercheurs dans la Fondation, d'une part, bien sûr, ça nécessite de réunir les pièces du puzzle pour expliciter ce qui se passe au niveau d'une scoliose depuis l'initiation jusqu'à l'aggravation, et puis voir comment intervenir et le traitement. Mais ça entraîne aussi des résultats qui sont plus larges et qui pourront sans doute être utilisés au-delà de l'explication de la scoliose idiopathique dans d'autres circonstances où il y a des déformations de la colonne vertébrale et par exemple dans les scolioses dégénératives que l'on rencontre chez les personnes âgées qui sont une maladie très différente en termes épidémiologiques ou en termes de type de personnes affectées, mais qui est également une torsion de la colonne vertébrale et qui est très fréquente. Et en fait, comme mon père avait travaillé dans la scoliose idiopathique toute sa vie, on s'est dit on va commencer par travailler sur les scolioses. Mais le thème de la fondation, c'était beaucoup plus large. On s'est dit qu'on voulait que cette fondation, elle puisse subventionner des projets de recherche pour tout ce qui est colonne vertébrale. Et aussi merci à tous ceux de plus en plus nombreux qui, à quelque place que ce soit, nous apportent et nous apporteront leur aide et leur soutien généreux. J'étais le docteur Cottrell qui n'a jamais oublié qu'il venait d'un milieu modeste, puisque quand il était jeune, lui et ses frères, l'argent ne coulait pas à flot à la maison. Donc il a toujours fait très attention. Je sais que quand je travaillais chez lui, je devais éteindre les lumières, je faisais attention à ne pas gaspiller ce qu'il y avait dans mon assiette. Et puis quand je commandais des fournitures de bureau, on comparait les prix. On a gardé cette politique à la Fondation. Et pour lui, un donateur, gros donateur qui nous donnait 5 000 euros, 2 000 euros, 1 500 euros, ou un petit donateur qui va nous donner 20, 30, 50 euros, devait être traité de la même façon, avec le même respect. Et notre engagement, c'était de leur dire, vous nous avez confié de l'argent, voilà ce qu'on a fait, ou ce qu'on va faire, selon le moment, avec votre argent. Donc le dernier jour, on a 2 jours de réunion scientifique où les chercheurs viennent du monde entier échanger, partager, travailler. Et le dernier jour, on a une présentation, on dit aux donateurs, vous nous avez donné de l'argent, vous nous l'avez confié, voilà ce qu'on en a fait. Et on a la chance d'avoir, depuis 2007 je crois, le professeur Ardouin, qui fait une synthèse très abordable, où même quelqu'un qui n'a aucune compétence médicale peut comprendre, même si on n'est pas malade, on comprend. Voilà ce que la Fondation fait avec votre argent. Alors, ce qui a été un peu surprenant, c'est qu'en marge des réunions annuelles et des rendez-vous annuels avec les donateurs, où on leur explique un peu ce qu'on fait avec leur argent, on a depuis 2 ans, et ça va continuer, instauré un rendez-vous avec les donateurs, un rendez-vous sur le terrain, avec tout type de donateurs. Ça s'appelle les Scolympiades, parce que la Fondation a besoin d'argent et que les levées de fonds ne doivent pas se limiter à des dîners de gala ou à des institutionnels. On veut s'ouvrir vraiment à tout le monde et impliquer les gens. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas juste de donner de l'argent, on leur demande de venir pratiquer du sport avec nous et d'en parler. Donc les Scolympiades, ça répond à 2 besoins. Le premier, c'est de dire il faut dépister le plus précocement possible les scolioses. Donc on montre au personnel infirmier des écoles ou aux parents, en quelques secondes, comment dépister une scoliose. Et puis on leur dit, scoliose ou pas scoliose, vos enfants peuvent faire du sport et tout type de sport, la preuve, et là on s'y met. Donc c'est sympa parce que finalement on se retrouve sur le terrain avec les gens, à avoir quelque chose de très familial, et je pense que ça c'est aussi l'avenir de la Fondation, c'est réussir à faire cohabiter des événements de levée de fonds un petit peu sélects pour avoir, ce que j'ai toujours dit, quand on lève des fonds, c'est un peu comme un matelas. Il faut avoir la grosse trame du matelas qui tient bien les plumes, et puis il faut avoir toutes les petites plumes à l'intérieur. Et bien voilà, on va avoir des événements de levée de fonds qui vont assurer la trame du matelas, et puis des événements de levée de fonds qui vont nous ramener beaucoup de plumes, et il faut les 2.